Bonjour, je suis le Dr Jan Polak. Je voudrais vous présenter ici la formation de myothérapie, méthode de thérapie manuelle que j'ai créée il y a plus de 30 ans et qui depuis a été confirmée par des centaines de thérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, médecins, généralistes ou rhumatologues. Dans cette courte vidéo, je voudrais simplement vous expliquer en quoi la myothérapie est différente des autres thérapies manuelles et ostéopathiques et en quoi elle vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans vos traitements. La formation de myothérapie est réservée aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes et aux médecins. Pour résumer, la myothérapie se distingue essentiellement par 4 notions très concrètes et pratiques qui n'ont jamais été démenties depuis 30 ans de mise en pratique par mes élèves. La première notion est l'observation que toutes les douleurs de l'appareil locomoteur, sauf lésions neurologiques avérées ou tumeurs, sont dues à des contractures musculaires et comme celles-ci sont réversibles par myothérapie, les douleurs le sont aussi, même en cas d'arthrose, comme nous allons le voir tout à l'heure. Pour cela, il est fondamental de distinguer les muscles de maintien de position et de posture, qu'on appelle muscles toniques, et qui sont les seuls à pouvoir être contracturés, donc source de douleur, les distinguer des muscles de mouvement dits dynamiques qui ne sont jamais contracturés. La distinction entre ces deux sortes de muscles repose sur le type de fibres musculaires qui sont les plus abondantes, soit fibres de type 1 à contraction prolongée ou fibres de type 2B à contraction rapide mais brève. Comme très peu de muscles ont eu leur composition histologique analysée de façon sérieuse, nous donnerons dans le cours la liste des muscles toniques basée sur 30 ans d'expérience pratique. Troisième notion fondamentale en myothérapie, les muscles contracturés, seule cause de douleur, nous l'avons dit, sont traités par mise en position de raccourcissement selon un protocole précis. Ceci fait cesser la boucle neurologique réflexe auto-entretenue qui est à la source de la contracture. Et enfin, quatrième notion qui est capitale, c'est la constatation pratique que la cause première des douleurs que ressent le patient se trouve toujours à distance dans le corps et en pratique au niveau de contractures post-traumatiques, qu'elles soient récentes ou anciennes, de muscles du cou ou des chevilles, qu'il conviendra donc toujours de traiter pour avoir un effet durable, traitement qui rend même souvent superflu un traitement local de la région douloureuse. Des dizaines d'articles sur la myothérapie ont été publiés dans des revues professionnelles de kinésithérapie, d'ostéopathie ou de rhumatologie en Europe et même en Corée du Sud. Vous pouvez les télécharger gratuitement en PDF sur notre site myothérapie.com. Alors pourquoi traitons-nous les muscles et pas les os? Tout simplement parce que quand il y a une douleur au niveau d'une articulation, il y a en général également une limitation de mouvement, donc nous devons identifier la cause qui peut expliquer les deux symptômes. Or, au niveau des os, au niveau des articulations, nous avons toujours, comme sur le schéma en haut à gauche, une surface convexe et une surface concave. Il est difficile de bloquer une articulation, même une vertèbre, avec ce genre de configuration. De plus, nous le reverrons tout à l'heure, au niveau du cartilage articulaire, il n'y a pas d'innervation, donc ce ne peut pas être une cause de douleur. Donc si nous prenons une articulation type, comme sur le schéma ici, nous venons de dire que l'os ne peut pas être cause de problème, le cartilage non plus. La capsule articulaire, elle, est innervée, mais elle ne peut pas bloquer une articulation puisqu'elle doit être suffisamment lâche, par définition, pour pouvoir permettre les mouvements. Il en va de même pour les ligaments. Aucun mouvement ne serait possible sans la laxité naturelle des ligaments. Donc, ce qui nous reste, c'est le muscle qui, par définition, traverse l'articulation. Or, si nous étudions d'un peu plus près les fonctions musculaires, nous pouvons dire qu'elles sont au nombre de 4. La fonction de mouvement, qui correspond au muscle dynamique dont nous avons parlé tout à l'heure, et le maintien des postures et des positions, qui correspond à la fonction des muscles toniques, de même que la fonction de coaptation articulaire, et enfin, et nous verrons que c'est très important, la protection de l'articulation en cas de choc, toujours
faite par les muscles toniques. Et pour comprendre cette dernière fonction, il faut se rappeler que le principal réflexe qui gère les muscles est le réflexe myotatique, c'est-à-dire que tout muscle étiré se contracte de façon réflexe. Et donc, comme nous pouvons le voir sur ce schéma, si nous considérons toujours une articulation type, avec ici l'os de la partie inférieure qui sera le point fixe, un choc qui déplace l'os de la partie supérieure de l'articulation va étirer brusquement le muscle qui se trouve à gauche sur le schéma, et donc ce muscle va se contracter de façon réflexe et d'ailleurs proportionnelle à la rapidité ou l'intensité du choc pour protéger l'articulation, la contraction réflexe empêchant la dislocation de l'articulation. Normalement, le réflexe myotatique cesse quand l'étirement cesse. Donc, normalement, quand le choc que nous venons de décrire cesse, la contraction réflexe doit cesser. Simplement, nous constatons que si ce choc a été violent et inattendu, il y a de fortes chances pour que le muscle reste contracturé, et ceci de façon durable, ce qui définit la contracture. Donc le choc a étiré le muscle s'est contracté de façon réflexe pour protéger, mais on constate qu'il ne se détend plus et on le trouve toujours contracté des jours, des semaines, des années plus tard. C'est ce qu'on appelle la contracture. Un bon exemple de ce rôle de protection est le coup du lapin. Quand le conducteur, dans un premier temps, a la tête qui va être violemment projetée en arrière, les muscles antérieurs du cou se contractent pour éviter la dislocation du cou, et donc ils sont potentiellement contracturés. Et comme dans un deuxième temps, la tête va partir brusquement en avant, les muscles postérieurs du cou vont se contracter également en protection du rachis cervical et de la moelle, et donc ils sont potentiellement contracturés également. C'est pour ça qu'après un coup du lapin, on trouve très souvent des problèmes cervicaux, aussi bien dus à des muscles antérieurs que dus à des muscles postérieurs. Nous avons dit que, une fois installée, la contracture n'a aucune tendance à cesser spontanément. Nous pourrons la faire cesser sous traitement de myothérapie, mais naturellement la contracture persiste et elle ne va pas rester sans conséquences, bien sûr. Et la première conséquence, c'est que tôt ou tard apparaît une douleur, et comme le muscle par définition traverse l'articulation, la douleur est ressentie au niveau de l'articulation. Mais elle n'est pas due à la structure osseuse ou cartilagineuse de l'articulation, mais elle est entièrement due au muscle qui est contracturé et qui traverse l'articulation. Ce que vous pourrez vérifier vous-même facilement, c'est que toute douleur de l'appareil locomoteur est due à une contracture musculaire. Ce qui est également une bonne nouvelle, puisque cette contracture est réversible par traitement par myothérapie. Deuxième conséquence, le muscle qui traverse l'articulation a tendance à la déformer en la tirant dans son sens, et c'est ce que nous trouvons dans, par exemple, les problèmes de génu, varome ou valgome, ou dans le torticolis congénital du nourrisson. Et ici aussi, nous pouvons aller plus loin et affirmer que toute déformation articulaire, à ne pas confondre avec une déformation osseuse bien sûr, toute déformation articulaire est due à une contracture et donc là aussi est réversible sous traitement. Et troisième conséquence de la contracture, le muscle contracturé limite les mouvements de l'articulation qu'il traverse. Et ceci par deux phénomènes. D'une part, on évite de contracter le muscle contracturé parce que ceci augmente la douleur. Et d'autre part, si on contracte les muscles antagonistes, ceci étire le muscle contracturé qui réagit par réflexe myotatique, donc se contracte et donc est douloureux. Pour ces deux raisons, la contracture est la seule cause, sauf une arthrose très avancée éventuellement, la contracture est la seule cause de limitation de mouvement et nous pouvons ici aussi généraliser ce concept. Toute limitation de mouvement est due à une contracture musculaire. Vous pourrez vérifier cela facilement en pratique. Reste donc la question de l'arthrose, puisque le dogme actuel est que toute douleur articulaire est due à l'arthrose. Donc nous allons étudier un tout petit peu plus d'où vient l'arthrose et quelles sont ses conséquences. L'arthrose est définie par la destruction du cartilage articulaire. Or, le cartilage articulaire n'est ni vascularisé ni innervé. Comme il n'est pas innervé, sa destruction ne peut pas être cause de douleur.
Et comme nous l'avons dit, le cartilage n'est pas vascularisé, donc il est nourri par l'alternance de compression-décompression, c'est-à-dire de contraction et détente des muscles qui gèrent l'articulation. Cette alternance de compression et décompression va entraîner des flux liquidiens qui apportent les nutriments et qui éliminent les déchets. Mais si les muscles sont contracturés, ils sont contractés en permanence, nous l'avons dit, et donc cette alternance cesse et le cartilage dégénère et se détruit. Ceci est confirmé entre autres par des expériences qui ont été réalisées chez l'animal dans les années 1960, donc ce n'est pas nouveau. On a constaté que si on bloque une articulation et qu'on y associe une compression de cette articulation, on observe en quelques jours ou en quelques semaines, selon l'intensité de la compression, la destruction du cartilage selon les mêmes modalités que l'arthrose. Et donc si nous reprenons notre schéma de tout à l'heure, nous partons du principe qu'au départ il y a un choc physique qui étire brusquement un muscle. Ce muscle se contracte de façon réflexe pour protéger l'articulation. Si le choc a été violent et inattendu, c'est-à-dire que la personne n'a pas pu s'y préparer et répartir en quelque sorte sur plusieurs muscles l'atténuation du choc, la contraction ne cesse plus, nous nous retrouvons avec une contracture et cette contracture a deux conséquences. D'une part, de limiter les mouvements de l'articulation et d'autre part, de comprimer l'articulation. Nous nous retrouvons dans le cas de figure de l'expérience que je viens de vous citer. Bien sûr, avec une intensité moindre, mais les mêmes causes ont les mêmes effets et donc en quelques mois, au lieu de quelques jours ou semaines, nous allons constater une destruction du cartilage et à la radio, nous pourrons constater qu'il y a de l'arthrose. On voit que dans cette séquence, la contracture musculaire précède l'arthrose et comme nous avons décrit tout à l'heure les conséquences de la contracture, c'est-à-dire douleur et limitation de mouvement, ceci n'est pas dû à l'arthrose mais à ce qui a créé l'arthrose. Donc en quelque sorte l'arthrose est là mais elle n'est cause de rien. Parce que si en cas d'arthrose nous traitons les contractures qui seront toujours présentes, si on veut bien les chercher, les douleurs et les limitations de mouvement vont disparaître alors que l'arthrose est toujours là. Bien sûr, ici je résume, donc vous trouverez beaucoup plus de détails et d'explications, d'exemples cliniques, etc. sur notre site myothérapie.com. Et bien sûr, dans nos cours, vous pourrez immédiatement vérifier en pratique tout ce que je viens de vous exposer. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, j'ai écrit 4 livres sur la myothérapie que vous trouvez reliés sur Amazon ou en version PDF sur notre site. Donc, pour vous donner quelques renseignements sur les formations pratiques que je vous propose, là aussi, vous trouverez tous les renseignements sur notre site, que cela concerne les dates, le lieu, le prix, les modalités d'inscription, et vous trouverez aussi de nombreux témoignages de vos collègues et des dizaines d'exemples cliniques et de statistiques sur ce site. Signalons quelques avantages de notre façon de donner des cours. Les cours ne se font que par petits groupes de 4 à 8 personnes maximum, afin que je puisse porter toute mon attention à chacun et chacune d'entre vous. Chaque stage de 3 jours comporte environ un quart de théorie, parce que pour faire de la pratique, il faut tout de même avoir les notions théoriques qui la sous-tendent, et donc 3 quarts de pratique, grosso modo. Ce sont essentiellement des cours de façon à ce que vous puissiez mettre tout cela en pratique dès après le stage, quand vous reprendrez votre patientèle. Les cours sont très denses, sans remplissage inutile, et donc dès le lundi suivant, vous pourrez mettre en pratique avec succès ce que vous aurez appris pour vos patients. C'est un enseignement scientifique entièrement basé sur l'anatomie et la physiologie musculaire. Et comme nous l'avons dit déjà au début de cette vidéo, les effets de la myothérapie ont été vérifiés et quantifiés par des dizaines de médecins et surtout, vous pourrez vous-même constater ces effets dès les stages. Enfin, c'est un enseignement tout à fait original, fruit de 40 ans de recherche, dont plus de 30 ans d'enseignement. Vous y apprendrez ce que vous ne trouverez pas ailleurs et vous aurez des résultats rapides pour vos patients, y compris dans des pathologies réputées difficiles,
comme les capsulites, les polyarthrites, les scolioses et bien d'autres pathologies que je n'ai pas le temps d'énumérer ici, bien sûr. Et enfin, vous disposerez d'un service après-vente à vie, puisque dès le premier stage et sans limitation dans le temps, une fois que vous aurez fini la formation, vous pourrez toujours me poser vos questions éventuelles par mail pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans votre pratique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et que j'aurai le plaisir de faire votre connaissance lors d'une prochaine formation de myothérapie. À bientôt!